7h43 sur France Culture. Les matins de France Culture. Guillaume Erner. Le conflit israélo-palestinien, perçu d'ailleurs dans sa longue durée avec un intellectuel israélien, Shlomo Sand, bonjour. Vous publiez Deux peuples pour un État, relire l'histoire du sionisme aux éditions du Seuil, un livre à la fois provocateur et stimulant, on va en parler dans quelques instants. Et j'ai invité notre camarade sociologue Alain Diekhoff pour évoquer avec vous ces thèses. Mais tout d'abord, dans la revue de presse internationale Shlomo Sand, il était question de cette plainte accusant Israël de génocide à Gaza, une plainte déposée par l'Afrique du Sud. Que vous inspire-t-elle, cette plainte, Shlomo ? Je crois que ce n'est pas exact, c'est-à-dire la guerre de Gaza peut être peut-être demain un génocide. Pour le moment, je ne le définis pas comme génocide. Il n'y a pas un but précis des gouvernements israéliens, de l'armée israélienne, de liquider les populations à Gaza. Je crois qu'Israël commet aujourd'hui des crimes de guerre, ce sera clair, hein, parce qu'il y a trop de civils, des enfants, des adultes qui meurent. C'est 23 000, c'est beaucoup. Mais entre ça et lancer génocide, il y a quand même une différence. Les génocides, en général, dans l'histoire, sont plus rares. C'est-à-dire, la dernière fois, c'était à Rwanda avec les Tutsis. Mais je ne peux pas l'appeler génocide. Mais il y a, et d'ailleurs ce fut rappelé dans la revue de presse internationale, des politiques israéliens qui ont eu des mots à minima ambigu sur leur volonté par rapport à Gaza. Il y a un membre du Parlement qui a dit qu'il faut jeter une bombe atomique sur Gaza. Et il y a ici et là d'extrême droite religieux qui dit qu'il faut vider. C'est-à-dire en pensant sur un transfert, etc. Sauf que, vous savez, on ne peut pas transférer les Palestiniens de Gaza nulle part parce que l'Égypte, la Jordanie et tous les autres pays ne refusent. Donc, on est coincés, nous, les Israéliens. Est-ce que ça peut amener un génocide? Oui, pour le moment, je ne le définis pas comme génocide. Alain Diekhoff. Oui, moi je suis sur la même position parce que bon, justement, comme on est dans une matière quand même assez difficile et inflammable, je crois qu'il faut faire attention à l'usage des mots. Je suis pas juriste, encore une fois, donc il faudra voir évidemment ce qui sortira des discussions à La Haye. Mais bon, en première instance, un crime de génocide, c'est un crime qui vise à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux, et ça doit vraiment être un but de la guerre. Ça n'est pas le cas là. Là, on a une guerre évidemment qui est très brutale, qui a conduit déjà à une dévastation assez large d'une partie de la bande de Gaza, plus de 100 000 bâtiments détruits, c'est absolument colossal. 60% des infrastructures au nord de Gaza qui ont été détruites. Donc oui, là, plus évidemment toutes les victimes civiles, femmes et enfants. À côté aussi, mais le Hamas évidemment ne communique pas beaucoup sur ça, de combattants qui ont certainement aussi été éliminés, ça c'est très clair aussi. Mais oui, il y a beaucoup de civils qui ont été touchés par la guerre. Donc ça c'est indéniable. On verra en effet, d'un point de vue juridique, comment tout cela peut être qualifié. Mais destruction d'un groupe total partiel, est-ce que ça n'était pas justement la visée du Hamas, notamment le 7 octobre, Alain Diekhoff ? Ah bah dans ce sens-là, oui, on peut dire qu'il y avait des éléments très clairs de crimes contre l'humanité. Hein, je veux dire la volonté, enfin la destruction, l'attaque extrêmement violente du groupe islamiste dans les kibbutzim qui entourent la bande de Gaza avec sans discrimination aucune entre femmes, enfants, vieillards, etc. avec des sévices très clairs. Là, il y avait vraiment une volonté très très claire enfin il y avait une dimension, oui, je crois là pour le coup de crimes contre l'humanité certainement. Shlomo Sand. Oui, je voudrais insister qu'il y a des crimes de guerre de deux côtés dans ce cas-là, et c'est tragique. Et il y a aussi les famines aujourd'hui, hein, les famines réelles et des maladies qui se propagent à Gaza. Mais nous, c'est trop tôt peut-être utiliser le terme génocide. Si c'est un avertissement, ça va, j'accepte.
Comment viviez-vous, Shlomo Sand, puisque vous êtes israélien, vous habitez Tel Aviv depuis le 7 octobre? Comment j'ai senti là-bas? Pas bien. Vous savez, j'ai passé 2 guerres comme soldat, 67, 73. Et la guerre des Liban, j'ai raté parce que j'étais doctorante à Paris, heureusement. Et cette guerre-là, que je vis à Tel Aviv, bon, c'est vrai que les bombes de Hamas qui arrivent à Tel Aviv ne font pas grand dégâts, mais chaque soir, être avec les enfants, les petits-enfants, sur une bombe, c'est dur. Et surtout, c'est dur. Vous savez, qu'est-ce que ça, les unions nationales et tout ça. Donc, l'ambiance mécantiste, comme ça apparaît presque chaque guerre. Et je me sens plus en plus mal en face de ça. Le critique est beaucoup plus prudent. Et surtout, mes collègues arabes israéliens ont plus peur de se prononcer ouvertement actuellement. Donc, je me sens mal, globalement. Parce que vous appartenez, on peut le dire, à la gauche, l'extrême gauche israélienne. Votre point de vue, est-ce qu'il est porté par des gens aujourd'hui en Israël, Shlomo Sand? Et c'est très bizarre que, en général, les journalistes disent que les sociétés israéliennes, à partir du 7 octobre, à cause de cette massacre, sont devenues plus à droite. Ce n'est pas exactement clair. Ça. Je crois que beaucoup sont devenus plus extrémistes à droite et soutiennent aussi l'extrême droite au pouvoir. Mais les sociétés israéliennes sont moins sûres d'elles-mêmes. Vous savez, avoir une frappe comme ça, et ça fait que beaucoup de gens, même de droite, et vraiment il n'y a pas une distinction droite et gauche, ne sont pas sûrs d'eux-mêmes comme auparavant. C'est très très bizarre. Moi, je ne connais pas ça, ce phénomène. Et une ambiance générale qu'on a pensé que c'est très sûr de vivre dans un État juif au Proche-Orient face au monde arabe. Franchement, si je prononce aujourd'hui en Israël que ce n'est pas sûr un État juif face au monde arabe, autrefois on me regardait un peu comme gauchiste. Aujourd'hui, c'est ouvert. Point d'interrogation. Et on hésite beaucoup. Qu'est-ce que ça va faire naître politiquement? Je ne sais pas. J'ai cru comprendre que ce livre que j'ai sous les yeux, que vous publiez donc en français, Deux peuples pour un État, relire l'histoire du sionisme, il est publié donc aux éditions du Seuil, pour ce qui concerne l'édition française. J'ai cru comprendre qu'un éditeur britannique l'avait trouvé trop pessimiste. C'est une belle histoire qui est, hélas, assez édifiante. J'aimerais que vous nous la racontiez. Oui, c'est une anecdote assez bizarre. Vous savez, la fin de mon livre, parce que vous savez, du peuple pour un État, point d'interrogation. C'est-à-dire, moi je sais rien. C'est-à-dire, après des années que j'ai été pour 2 États, je peux réfléchir il y a 2 ans, commencer à mettre des questions. Et surtout que je me plongeais sur l'histoire longue du sionisme. Et j'ai découvert que des sionistes de gauche, dites sionistes Dreyfusards si vous voulez, étaient toujours des Haddam, qui était le fondateur du sionisme spirituel, par Gershon Scholem, Martin Buber, jusqu'à Hannah Arendt, ils étaient tous, ils ont hésité. Est-ce qu'un État juif au Proche-Orient, vraiment, c'est une bonne idée? Et voilà, ils ont avancé. Plus en plus, je me prolongeais, j'ai été surprise de voir tellement les plus grands intellectuels dans l'histoire du sionisme et de l'histoire d'Israël étaient au moins jusqu'à 48 pour un État binational. Donc, j'ai commencé à poser des questions, surtout que après cette installation des colonies tellement forte en Cisjordanie, vous savez, 800 000 Israéliens vivent dans le territoire. 6 ministres israéliens vivent dans le territoire occupé. Le chef d'état-major israélien vit dans une colonie. Et toute cette ambiance, si vous voulez, et tout l'attachement des Israéliens à l'histoire longue de cette partie des territoires israéliens, je suis arrivé à penser que peut-être un État, c'est-à-dire mais partagé, fédéral ou confédéral, peut être plus réaliste. Surtout que dernièrement, je pensais que Macron pense sur 2 États. Hein? Il a répété ça avec Biden. Il pense que Ramallah va devenir la capitale des Palestiniens. On va trouver quelques moyens d'attacher... Ce que beaucoup de gens espèrent, disons. Oui, moi aussi, je suis pas contre. Sauf que je crois pas qu'un État palestinien peut apparaître et être constitué sans El-Quds
comme les Sans Français ne savent Jérusalem. pas, Jérusalem. C'est Jérusalem. C'est comme proposer à la France que Vichy va devenir la capitale de Alors la France. ça a existé, mais dans un autre contexte, on va pas tout mélanger. Non, mais je rigole pas parce que je pense que comme pour l'Israélien, Jérusalem est sacré, c'est-à-dire doit être une partie des capitales israéliennes, aussi pour les Palestiniens, Jérusalem doit être la capitale des Palestiniens. Alain Diekov. Oui, bon, alors là, comme on aborde un tout petit peu la question qui a été beaucoup débattue, il y a une dizaine d'années et avant sur la solution politique, oui, c'est celle des deux États. Alors c'est vrai que sa mise en œuvre représenterait d'énormes difficultés en dehors de l'opposition, bien évidemment, qui existe du côté aussi bien palestinien. De part et d'autre. Du Hamas et du côté israélien, en particulier de la droite et de l'extrême droite. Donc c'est clair qu'il y a des obstacles concrets à la réalisation ou la mise en œuvre de cette idée. Mais je pense que même sur la question de Jérusalem, qui est en effet une question à bien des égards inextricable. Il faut rappeler qu'il y a une bipartition de Jérusalem, un statut spécifique. Disons, il y a pour une la unification vieille... juridique et politique depuis 1967. Il y a eu la construction, en effet, d'énormément de quartiers juifs par les tout autour, à la fois à l'intérieur du périmètre municipal et autour, pour rendre quelque part le partage en fait impossible. Tout ça est vrai. Mais en même temps, si je pense par exemple à une initiative qui est vraie, qui il est vrai est vieille de 20 ans, qu'on appelait l'initiative de Genève, on voit bien qu'il y avait des possibilités qui avaient été mises en avant de partage assez compliquées, c'est vrai, à mettre en œuvre, mais qui pourraient l'être si, en effet, il y avait des bonnes volontés des deux côtés. Alain Diekov, on se retrouve dans une vingtaine de minutes. Shlomo Sand, Deux peuples pour un État, relire l'histoire du sionisme, c'est votre livre publié aux éditions du Seuil. On en reparle donc dans un instant. 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Nous continuons d'évoquer cet état de fait entre Israël et la Palestine, entre Israël et le Hamas, avec ce conflit qui a débuté le 7 octobre. Nous sommes en compagnie du sociologue Alain Diekov, de Shlomo Sand, intellectuel israélien. Vous publiez Deux peuples pour un État, relire l'histoire du sionisme aux éditions du Seuil, avec donc cette proposition provocatrice. Mais il y a un point d'interrogation après Deux peuples pour un État, puisque la plupart des gens évoquent bien sûr deux États. Vous soulevez l'option d'un État unique et, je le disais tout à l'heure, un éditeur britannique, au moment de traduire votre ouvrage, vous avez dit, Shlomo Sand, qu'il le trouvait trop pessimiste, cet ouvrage, mais ça, c'était avant le 7 octobre. Oui, les livres apparus justement avant cette dernière guerre. Et la fin des livres, même que j'ai essayé d'ouvrir un imaginaire politique nouveau, avec une sorte de fédération. Je termine le livre avec un accent un peu pessimiste et en disant que le progrès en histoire est toujours passé par des catastrophes. Et l'idée d'État juif au Proche-Orient, ce n'est pas parce que Herzl, le père fondateur de cet Théodore État, Herzl, qui est donc le premier à avoir jeté les bases. Écrit un livre important. Ce n'est pas à cause de ça qu'en 1948 naissent l'État juif. On a passé avant, nous, les descendants des Juifs, on a passé une catastrophe terrible. Donc, à la fin de mon livre, je dis que si on arrive un jour à un État fédératif, confédératif, je ne sais pas quoi, probablement il y aura des catastrophes. C'était écrit avant l'éditeur anglais de ce livre, et il est en train de le traduire, m'a dit, est-ce que vous pouvez ajouter quelque chose de plus optimiste? Parce qu'à la fin, vous parlez sur catastrophe. J'ai dit d'accord, j'ai commencé à me mettre pour dire un avant-propos un peu plus doux, ouverte. Et une semaine après que la guerre a éclaté, il m'a écrit, on peut laisser passer les nouveaux. Oui, je comprends. Et voilà. Alain Diekov, vous-même qui êtes un expert de la région, est-ce que justement le fait que finalement l'histoire se répète, peut-être l'histoire se répète en pire, presque du point de vue personnel, est-ce que ça ne suscite pas chez vous de la désespérance ?
Oui, c'est vrai que quand on regarde l'évolution de ce conflit depuis 1948, les, 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 les raisons d'être optimistes ne sont pas très nombreuses, même si malgré tout il y en a quand même. Surprenez-moi. Non, mais je veux dire, il y en a quand même dans le sens où, oui, il y a eu quand même la paix entre Israël et l'Égypte, il y a eu la paix entre Israël et la Jordanie, donc qui a ouvert elle-même la voie aux accords d'Abraham tout récemment, en 2020. Donc, et il y a eu des choses positives, malgré tout, même si le drame, c'est que le cœur du conflit n'a jamais été réglé. Le cœur du conflit, c'est la dimension israélo-palestinienne, ça c'est clair. Là, on ne voit, enfin, sauf si vous n'êtes pas d'accord, mais a priori, on ne voit pas beaucoup de progrès. Non, là, je crois qu'il y a toutes les raisons d'être pessimiste pour le coup. Parce que dans le fond, si on regarde sur le temps un tout petit peu long, on voit que le conflit israélo-palestinien proprement dit, il a commencé vraiment comme un conflit communautaire dans la Palestine mandataire. C'était des affrontements entre ce qu'on appelait des Juifs et des Arabes. On ne parlait pas de Palestiniens ou autres, des Juifs et des Arabes à l'intérieur de la Palestine mandataire. Donc avec des émeutes, avec Les massacres aussi. les massacres de 1929, en effet, la grande révolte arabe de 36-39, avec la grève générale, etc., qui était en partie une lutte aussi anticoloniale contre les Britanniques. Donc ça, c'était la première phase. Ensuite, il y a eu la phase interétatique, où finalement la question palestinienne a assez largement disparu entre 48 et 67. Et à partir de 67, ça a été le retour progressif du cœur du conflit, c'est-à-dire le conflit entre les Palestiniens et les Israéliens juifs de cet espace qui était l'ancienne Palestine mandataire. Et c'est ça qui, finalement, périodiquement, revient au devant de l'actualité. Bien sûr, la première intifada, 87, la deuxième intifada, avec la période des accords d'Oslo, qui était peut-être la seule période d'optimisme dans les années 90, mais qui, pour tout un tas de raisons, n'a pas donné grand-chose. Et puis maintenant, évidemment, pas seulement depuis le 7 octobre, mais depuis 2007 en particulier, les affrontements en répétition entre Israël et le mouvement islamiste Hamas. C'est la raison pour laquelle Shlomo Sand, et vous en êtes en quelque sorte l'exemple, parce que des intellectuels de gauche comme vous, israéliens, disons que vous êtes devenus de plus en plus rares, tandis que les deux peuples semblaient s'éloigner l'un de l'autre, du fait de la religion notamment, qui était jadis beaucoup moins présente. Il y avait une possibilité de discuter entre Israël et Palestiniens, entre membres de la gauche israélienne et membres de l'OLP. Aujourd'hui, est-ce que vous discutez encore avec des gens? Est-ce que vous me laissez vous corriger sur un point? Sur tout ce que vous voulez. Oui, ce n'est pas la religion. C'est-à-dire des personnages dans mon livre, les grands intellectuels comme Martin Buber, le plus grand philosophe juif du XXe siècle, Qui était croyant. ils étaient croyants. C'est très intéressant que les plus pacifistes étaient très religieux en sachant que le vrai souverain c'est Dieu et pas l'être humain. Sauf que nous vivons maintenant 30, 40 ans d'une symbiose terrible partout dans le monde post-colonial, d'Inde jusqu'à Gaza, de Jérusalem jusqu'à Beyrouth. On vit une symbiose, ou une synthèse, si vous voulez, entre religion et nationalisme. Et ça, c'est un phénomène inquiétant parce que les valeurs universalistes disparaissent et chacun veut tout le monde. C'est-à-dire, les Hamas veut faire un État palestinien musulman avec certains droits de minoritaires pour les juifs religieux. Il ne reconnaît pas l'existence d'Israël, c'est-à-dire de cette identité israélienne qui était construite, le peuple israélien. Moi, je ne crois pas à un peuple juif, je crois qu'un peuple israélien. Le Hamas n'accepte pas ça. Et parallèlement, si vous voulez, dans le gouvernement israélien, et ça devient plus en plus fort, un courant religieux nationaliste qui nie tous les droits aux Palestiniens, qui veut qu'ils disparaissent par un transfert, etc. Donc, si vous voulez, la raison que je suis pessimiste, pas entre guillemets, c'est cette évolution assez mondiale des symbioses, c'est-à-dire la recul des valeurs universalistes de gauche et la montée des passés, c'est-à-dire des mythes des passés, des concepts ethnocentriques, etc., qui m'inquiètent beaucoup. Et c'est la raison que je ne suis pas optimiste. Mais, si vous me permettez d'ajouter, toutes les conflits sanglants entre peuples, groupes nationaux sont terminés à la fin.
les gens deviennent fatigués des violences. Et je peux vous donner des exemples en Europe et ailleurs. Donnez-nous des exemples. Des Suisses qui étaient un pays sanglant jusqu'à 1848, les Belgiques, l'Angleterre avec l'Écossais, et l'Espagnol. Vous êtes jeunes, mais vous vous souvenez, les Basques, qu'est-ce qu'ils ont fait à Castellien il y a encore 50 ans, les bombes, etc. Et la France est entourée avec des pays plutôt fédératifs, avec un conflit sanglant. Bon, les gens ne commencent pas à s'aimer, mais ils arrivent à une situation qu'ils savent qu'il n'y a pas une solution sanglante, violente de leur conflit. J'espère que les Israéliens et Palestiniens vont arriver plus tôt, plus tard à la même conclusion. Alain Diekov, qu'est-ce que vous pensez de cet optimisme sur la longue durée, disons? Oui. Alors ça, je n'en sais rien. Je ne sais pas dans quelle direction l'histoire va aller. Mais bon, je pense qu'on peut dire, on peut dire un certain nombre de choses. La première, Shlomo Sand faisait allusion à des penseurs comme Martin Buber dans l'entre-deux-guerres. Donc il faut bien voir qu'on se place dans ce cadre temporel-là. Martin Buber, Léo Magnès, qui a été le président de l'université hébraïque. C'était ce que j'appellerais des intellectuels religieux. Mais il faut quand même bien le dire, des religieux de tendance libérale, ouverte. Ça n'était pas des rabbins, hein. Ça c'est quand même très important. Ça n'était pas des hommes de religion dont la religion était la profession. Et ça change quand même beaucoup de choses. Parce que aujourd'hui, quand des personnes s'expriment au nom de la religion, c'est à la fois des hommes de religion, donc des rabbins, qui pour une part sont en Israël quand même, pas tous, mais une partie importante sont des nationalistes religieux. Et ceux qui ne sont pas rabbins sont des religieux qui se revendiquent de la religion, mais souvent aussi d'une religion matinée de politique et défendent finalement une option qui s'inscrit aussi dans le nationalisme religieux. Donc sans beaucoup d'ouverture, c'est ça que je veux dire. Les intellectuels qu'on a évoqués de l'entre-deux-guerres, ils étaient un peu d'une autre nature, hein, y compris dans leur rapport à la religion. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que je ne sais pas en effet vers où l'histoire va nous entraîner, mais je crois que il y a une chose qui est sûre aujourd'hui, c'est que entre la Méditerranée et le Jourdain, on a de fait une réalité binationale. De fait, c'est-à-dire que vous êtes dans une situation où vous avez à peu près une parité en termes démographiques entre juifs et arabes. Mais il y a une différence radicale entre eux. C'est que la partie juive, finalement, il y a une égalité au sein du groupe juif. Ils ont tous le même statut. Ils sont citoyens de l'État d'Israël, où qu'ils se trouvent, y compris dans les colonies qui, officiellement, pour le moment, ne font pas partie de l'État d'Israël. Juridiquement, j'entends. C'est pas le cas de la partie arabe, en revanche. Ce qui est frappant du côté arabe, c'est les différences de statut. C'est-à-dire que vous aviez une hiérarchie à l'intérieur, de fait, à l'intérieur du groupe arabe, où vous avez ceux qui sont le mieux lotis, finalement, ce sont les Arabes qui sont en même temps citoyens de l'État d'Israël, donc à peu près 1,6 million aujourd'hui. 2 millions. Ou même un peu plus. Vous avez les Arabes de Jérusalem qui sont résidents, donc qui est un petit peu plus de droits. Vous avez les Arabes qui sont en Cisjordanie, qui en ont un peu moins, parce qu'ils restent citoyens jordaniens, mais qui sont quand même encore un peu mieux lotis. Et puis ceux qui sont tout en bas, ce sont les Arabes de Gaza, en fait, hein, qui ont le moins de droits, qui sont coincés dans les 360 km², etc., etc. Donc c'est ça que je veux dire, c'est que d'un côté, il y a quand même malgré tout une certaine unité du côté juif dans leurs conditions politiques, alors qu'il y a un éclatement dans les conditions politiques des Palestiniens. Et ça, c'est quand même une différence très importante. Mais Shlomo Sand, si l'on revient au projet sioniste que vous évoquez dans votre livre « Deux peuples pour un État », ce projet sioniste, il était là pour permettre aux Juifs d'en finir avec l'existence diasporique, les protéger dans un État. Ensuite, peut-être que ces Juifs ont été justement particulièrement menacés dans cet État, le 7 octobre en témoigne. Mais comment dire à ces gens qui voulaient faire un État juif pour les protéger, comment leur dire de faire un État binational? Premièrement, je ne suis pas la première. Comme je dis dans mon livre, je montre les plus grands intellectuels peut-être de la colonisation sioniste qui ont dit « ça va pas marcher ». C'est-à-dire, on ne peut pas venir dans un pays que les indigènes ne vont pas avoir les mêmes droits comme les colonisateurs, nous, les Juifs qui sont devenus israéliens. Donc,
tout ça, ça existait Vous avant. citez un grand nombre d'intellectuels qui, effectivement, ont milité en faveur de cette solution. Mais vous, aujourd'hui, puisque ce que vous citez, Magnès, oui. vous citez également Boubert, tous ces gens-là ont vécu avant le 7 octobre. Aujourd'hui, est-ce qu'il est possible de dire à ces Israéliens juifs qui se sentent menacés, mais aussi à ces Palestiniens qui sont menacés par les Israéliens, vous allez vivre dans le même état, alors même qu'il faudrait, a priori, les aider à divorcer? Mais on peut pas. Vous savez qu'il y a des couples qui ne peuvent pas se divorcer. Vous connaissez ça bien. Et à cause des enfants, à cause du travail, mille raisons. Et la plupart des couples ne se divorcent pas. N'oublie pas. Même qu'ils souffrent ensemble. Bon, je voulais revenir sur une chose. Je ne suis pas contre deux États. Je suis, comment dire, ouvert. Toute ma vie, j'ai lutté pour deux États. Sauf que je suis sceptique. Même après le 7 octobre. Ça a compliqué les choses. La haine a augmenté. Une haine des deux côtés. Mais il fallait ajouter, avec cette analyse clairvoyante d'Alain, il fallait ajouter un mot qu'il nous a pas lancé, que le régime de 67 jusqu'à aujourd'hui, dans Cisjordanie, était un régime d'apartheid. S'il y a des gens qui ont la citoyenneté à côté des gens qui n'ont pas, et je parle sur un demi-siècle, on appelle ça apartheid. Le mot est moche, mais c'était la réalité. Je ne suis pas le premier à dire. Donc, à mon avis, si l'Israélien ne veut pas encore de 7 octobre en Cisjordanie, en Nord, etc., il faut commencer à réfléchir. Et le plus important, si vous regardez les pays qui étaient constitués par colonisation, New Zealand, Australie, les États-Unis, Canada, à certains moments, ils ont accordé aux indigènes certains droits, certaines glorifications, et les plus importantes, ils ne voulaient pas rayer les mémoires pénibles qui ont subi, c'est-à-dire les réalités qui ont subi les indigènes. Une chose importante, à mon avis, pour des gens comme Yahya Sinwar, Cheikh Yassine, c'est les chefs du Hamas. Les chefs du Hamas, c'est reconnaître qu'est-ce que nous avons fait en venant. L'Europe nous a jetés. On n'a pas peut-être eu des choix. Mais qu'est-ce que nous avons fait pour les locaux, les indigènes? Il faut remonter dans les mémoires, ouvrir ça, comme les autres pays qui étaient constitués par la colonisation. Heureusement, nous n'avons pas liquidé tout le monde comme des autres cas. Mais quand même, c'est très important qu'Israël commence à accorder une certaine nouvelle mémoire sur notre destin au Proche-Orient. Mais Alain Diekhoff, même question, est-il possible de faire un État juif qui ne soit pas juif, qui soit binational? Non, mais je dirais, il faut être clair. Si on rentre dans une logique binationale, il n'y a plus d'État juif. Comme il n'y a pas d'État arabe, en réalité, on rentre dans autre chose. Un État binational tel que ceux, les intellectuels juifs critiques de l'entre-deux-guerres l'avaient pensé, comme certains l'ont aussi remis au goût du jour dans les années 60, comme Uri Avneri à l'époque, qui après a changé d'avis, qui était pour les deux États, très clairement. Bref, si on regarde ces groupes qui étaient, c'est vrai, des groupes marginaux, il n'y a pas de doute, en termes quantitatifs, même s'il y a quand même eu, il faut quand même l'évoquer, le parti d'extrême Mapam, le parti Shomer Hatzair avant, qui était un parti qui prônait le binationalisme. Donc cette réalité binationale, encore une fois, je pense qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, il y a une réalité binationale. Mais est-ce que cette réalité binationale peut donner lieu à à une structuration politique en termes d'État? Aujourd'hui, la réponse est non. La réponse est non pour tout un tas de raisons. Si elle voyait le jour, à un moment, elle supposerait quoi? Elle supposerait le binationalisme. C'est en effet une structure fédérale, en gros. C'est-à-dire que vous avez dans un État 2 ou 3 groupes, ça dépend, vous pouvez en avoir plusieurs, qui ont une certaine autonomie à l'intérieur de l'État. On garde l'identité. Oui, ils gardent leur identité, où ils gèrent des affaires à eux, l'éducation, la culture, les affaires sociales, que sais-je. Et vous avez un niveau fédéral où des questions les plus importantes, comme par exemple la défense, tout ce qui est monétaire et les affaires étrangères sont gérées au niveau fédéral. Et ça suppose la coopération fondamentalement.
Alors, c'est parce qu'un État fédéral ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas de coopération entre les groupes constitutifs. C'est évident qu'aujourd'hui, on ne peut pas imaginer, à mon sens, une seconde, la possibilité de concrétiser un tel idéal. Parce que les populations locales, en général, en tous les cas, du côté juif, c'est très clair, du côté arabe, c'est un peu différent, du côté palestinien, on est un peu plus ouvert à la réalité binationale, à un État binational, pardon, que du côté juif, parce que eux entendent préserver l'existence d'un État juif, voilà, très clairement. Donc ce préalable, disons, d'adhésion à ce modèle politique n'existe pas. Donc on ne voit pas, en effet, les conditions de réalisation aujourd'hui d'un tel État. Qu'en pensez-vous, Shlomo Sand, par rapport à ça? Ne serait-ce que le nom, puisqu'en lisant votre ouvrage, je me suis interrogé, quel nom pourrait-il avoir, ce pays? Ah, hier, on m'a posé cette question. C'est la dernière chose que j'arrive, mais est-ce que vous vous souvenez d'un leader arabe pas un peu farfelu, on dit, qui s'appelle Kadhafi? Bon, on se souvient bien en France. Ouais, il a dit beaucoup de bêtises. Mais une fois, on lui a demandé quel nom de cet État binational que vous envisagez. Donc il a dit, je sais pas, mais peut-être Israël. Vous savez, Israël et Palestine, Israël, mais je ne sais pas. Bon, j'insiste pas, et je ne suis pas admirateur de Kadhafi, mais le dernier problème sera le nom. Une chose importante. Je crois que ce nom d'Israël a quelques liens avec... Oui, mais il faut savoir qu'est-ce qui se passe. C'est-à-dire le sionisme a envisagé un État juif. Mais il y avait beaucoup de gens qui ont dit, arriver à un État que la plus grande partie de la population n'est pas juif, et dire c'est un État juif, c'est un peu osé et n'a pas un vrai avenir. Hannah Arendt, cette grande philosophe juive, a dit, à 48, comme elle a été pour une fédération, elle a dit, si l'État juif va se constituer sans les indigènes, sans les arabes, à cette époque il n'y avait pas de Palestiniens, chaque 10 ans il y aura une guerre. Donc, si vous voulez, 48, 56, 67, la guerre des Liban, 73, pardon, la guerre des Liban et cette terrible chose qui nous arrive aujourd'hui, je crois que Hannah Arendt était plus réaliste avec ses utopies que la plupart des Ben Gurion, qui n'était pas utopiste du tout. Je crois qu'elle a eu plus raison que Ben Gurion. Ben Gurion étant, il faut le rappeler aux plus jeunes, le fondateur de l'État et probablement l'un des hommes politiques les plus importants d'Israël. Alain Diekhoff, il reste néanmoins que l'on a affaire aujourd'hui à deux visions du monde qui sont deux visions du monde qu'on pourrait qualifier d'irréconciliables. Et cela, c'est une situation relativement inédite, même dans la région. Oui, moi je crois que, en tous les cas, en ce moment, on est en effet dans une impasse dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on a on a du côté, aussi bien du côté palestinien que du côté israélien, une montée des nationalismes religieux, de la politisation de la religion, dans des logiques qui sont des logiques irrédentistes, hein, c'est-à-dire qui excluent le compromis. Parce que si vous considérez que ce soit du côté musulman ou du côté juif, que oui, tout l'espace entre la Méditerranée et le Jourdain, c'est la terre sacrée qui appartient soit au peuple juif, soit au peuple musulman Palestine, il n'y a pas de compromis possible. Donc la seule issue, c'est la guerre. C'est la confrontation. Un mot, Shlomo. Oui, un mot. C'est-à-dire, je suis plus ou moins d'accord avec votre analyse. Je suis pas loin. Mais une chose, je voudrais corriger. Les rabbins, il y a 50 ans, n'étaient pas extrémistes, étaient pour la paix en général, et ils sont placés à gauche des mouvements sionistes. Les vrais rabbins, presque entièrement, ils étaient pour compromis historique. C'est à partir de 67 la radicalisation des rabbins. Donc c'est la seule chose que je voulais vous corriger. Les rabbins d'autrefois étaient plus proches de moi, je suis athée, laïque, etc., que les rabbins d'aujourd'hui. Merci Alain Diekhoff d'avoir été avec nous. Merci Shlomo Sand. Votre livre « Deux peuples pour un État, relire l'histoire du sionisme » est publié aux éditions du Seuil.